En fait, je voulais évoquer avec toi la situation actuelle qui se passe à Gaza, et ce depuis 2 semaines. J'aimerais bien retracer en fait de ce qui s'est passé au tout début, donc à partir du 7 octobre, jusqu'à ce qui se passe maintenant, à savoir les répercussions qu'on a pu voir et dans les communautés juives et françaises de France, et voir aussi les répercussions que ça a sur le plan entre guillemets politique en France. Donc, ma première question, c'était de savoir, toi, comment tu avais accueilli la nouvelle le 7 octobre, quand le Hamas, en fait, avait attaqué Israël en franchissant la frontière et en tuant une bonne partie des civils. Émotionnellement et dans ta réflexion, quelles ont été tes prises de position? Bah, déjà, j'ai été fortement surpris par le niveau de sophistication de l'attaque Mhm. et par le fait que c'était sans précédent. Et j'ai directement compris, en tout cas, qu'il allait y avoir un avant et un après. D'accord. Que connaissant, si tu veux, le logiciel israélien, euh, les conséquences allaient être, on va dire, tout à fait différentes de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que les Israéliens allaient devoir réagir pour bien faire payer, si tu veux, ici. Donc je disais que les Israéliens allaient être obligés ici de réagir et que cette Mhm. réaction, si elle était en phase avec le logiciel israélien, de faire payer au minimum dans une logique de 1 pour 10, Mhm. ben, on allait avoir énormément de morts du côté palestinien. Donc la première chose qui m'a frappé, c'est le niveau de sophistication de l'attaque. Mhm. Et symboliquement parlant, on a véritablement voulu toucher les symboles de l'État israélien, c'est-à-dire son niveau de sécurité qui est censé être un des plus aboutis dans le monde, la qualité de ses services qui sont censés être parmi les meilleurs du monde, si pas le meilleur du monde. Mhm. Et donc tout cela a été complètement balayé par une opération euh, relativement bien préparée, très certainement non pas par le Hamas uniquement, mais par une puissance étrangère qui l'a, comment dirais-je, qui en a dessiné les contours et qui l'a préparé en formant les membres du Hamas. Mhm. Et on se retrouve ben, aujourd'hui au bord je dirais, au bord d'une véritable conflagration régionale et une situation très dangereuse. Donc moi, je l'ai vécu comme cela et j'ai directement compris la dangerosité de la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation de tension telle qu'une erreur pourrait véritablement entraîner une guerre régionale. Si pas une guerre qui va même au-delà de la région. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde qu'il y a quelques années. On est dans un monde beaucoup plus multipolaire où les Russes et les Chinois sont dans une logique très anti-occidentale. Bien Les sûr. Occidentaux sont dans une perspective d'alignement quasiment total sur Israël, chose qui est aussi relativement nouveau. Hein. C'est-à-dire que la Mhm. France nous avait habitués dans le passé à des positions beaucoup plus neutres, beaucoup plus modérées, beaucoup plus enclins à essayer de chercher des solutions à l'intersection, si tu veux, des intérêts israéliens et palestiniens, C'est voire ont vrai. même été perçus comme étant pro-palestiniens dans le passé. Mhm. Et là, on voit un véritable alignement qui est même assez étonnant de la part d'un pays qui, historiquement, a toujours montré beaucoup plus de mesures dans ses prises de position sur cette question. Mhm. Ok, d'accord, super. Ok, mon deuxième point, il est par rapport au Hamas, qui est donc décrit comme une organisation terroriste. Et est-ce que tu le vois plutôt de cette façon-là? Est-ce que tu le vois plutôt comme un mouvement de résistance? Bah, c'est-à-dire que le problème, c'est historiquement parlant, je me rappelle comme si c'était hier, même Yasser Arafat et l'OLP étaient perçus comme un mouvement terroriste. D'accord. C'est-à-dire que on va dire dans une perspective israélienne, tous les mouvements de résistance palestiniens ont été considérés comme terroristes. Mhm. Cela ne veut pas dire évidemment que le Hamas n'a pas commis des actes de terreur. Clairement, ils en ont commis. Et le fait de s'attaquer ouvertement à des civils qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit Mhm. en tant que tel euh, est un acte de terreur. Maintenant, entre le fait de dire cela et le fait d'essayer d'expliquer et de comprendre une situation qui ne peut pas en fait donner naissance à autre chose que des actes de haine qui ne sont pas là pour être justifiés d'ailleurs, hein, mais Mhm.
qui ne peuvent tout simplement pas s'exprimer autrement que par une violence aveugle. Parce qu'en fait, il faut quand même comprendre qu'ici, attention, je ne veux pas du tout rentrer dans une logique de justification de quoi que ce soit, mais si nous ne cherchons pas à comprendre la genèse de ce conflit, inévitablement, on est condamné à réagir avec des émotions à des événements spontanés et momentanés qui ne vont pas régler le problème. On est véritablement dans une situation d'occupation et dans une situation où il y a eu tellement de terres qui ont été colonisées qu'il n'y a plus de solution à deux États quasiment possible. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus créer en fait une liaison entre les deux territoires palestiniens. Et donc aujourd'hui, la création d'un État palestinien est compromis par une politique systématique de colonisation des terres palestiniennes. Bon, à partir de là, le fait d'être dans le déni de cette problématique et le fait de chercher à faire diversion en permanence, en essayant de trouver des accords de paix avec des États arabes, comme pour montrer que Israël n'a pas de problème avec le monde arabe, sans véritablement traiter le fond de la question israélo-palestinien. Aujourd'hui, c'est un peu comme si on a mis un couvercle sur des égouts qui étaient en train de déborder déjà, et qu'on a pensé que le couvercle allait tenir. Et ben, en fait, aujourd'hui, les égouts remontent, et ce qu'on voit, ce sont des excréments nauséabonds, puants, et qui, on va dire, dont l'émergence était inévitable. Voilà. Et donc, soit on comprend qu'il faut traiter cette problématique à la racine, sans être dans le déni, chose qui est très compliquée pour en tout cas une partie de la classe politique israélienne, qui pensait qu'on allait pouvoir oublier ce problème et faire comme s'il n'existait pas. Ben non, la réalité nous rattrape, et cette réalité nous montre que tu as des adversaires politiques ou géostratégiques des Israéliens, ici on parle plutôt des Iraniens, qui vont profiter du problème israélo-palestinien pour faire mal aux Israéliens. Et donc, pour aussi comprendre ce conflit, il faut comprendre qu'il y avait une guerre secrète entre les Israéliens et les Iraniens déjà depuis un certain nombre d'années. Il y a eu pas mal d'opérations des services secrets israéliens en Iran. Et il fallait aussi s'attendre à ce que les Iraniens préparent quelque chose dans une logique de réplique. Donc il y a une guerre secrète qui se tient, qui se fait déjà depuis un certain nombre d'années. Donc le fait que les Iraniens ont aidé, formé et organisé le Hamas pour pouvoir accomplir cette incursion n'est pas en tant que telle une surprise extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a déjà eu une première surprise en 2006 lorsque Israël n'a pas réussi à battre le Hezbollah dans la guerre de 2006 au Liban. Et ici, les symboles d'invincibilité, encore une fois, et de sécurité totale des Israéliens a été fortement écorné. Personnellement, je pense, par le biais de deux choses. La première, c'est une sorte d'arrogance qui a aveuglé les Israéliens sur la capacité de leurs adversaires. Et deux, le fait qu'ils se sont beaucoup basés sur les hautes technologies au détriment du facteur humain. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le laboratoire de Gaza est considéré comme un laboratoire pour les sociétés high-tech israéliennes qui sont à la pointe des technologies au niveau de la surveillance et de l'intelligence artificielle, qu'ils vendent d'ailleurs grassement à de nombreux États qui utilisent cela pour surveiller leur population. En fait, il s'est avéré que les services iraniens ont contourné tout cela et ont trouvé des failles dans cette stratégie israélienne, et le fait d'avoir tout misé sur de la haute technologie sans avoir pris en considération le facteur humain a montré ses limites. C'est-à-dire que l'être humain, lorsqu'il est dans une... excuse-moi. Tu es là? Oui, je suis là. Voilà, excuse-moi. Donc l'être humain, lorsqu'il est intelligent, a toujours une longueur d'avance sur l'intelligence artificielle lorsqu'il s'agit de la contourner. Et donc ici, on est dans une guerre secrète entre deux États, et qui, pour moi, a trouvé une sorte d'exutoire dans l'action qui a été commise ici par le Hamas, par, selon moi, une aide et un soutien logistique des Iraniens. D'accord, ok. Mais j'ai envie de demander, quel est l'intérêt, entre guillemets, de l'Iran de prendre part à ce conflit? Est-ce que c'est pour défendre la cause? Est-ce que c'est par rapport à
je sais pas, une certaine proximité avec le peuple palestinien, ou est-ce que c'est par rapport à une terre? Oh, tu as les deux, c'est-à-dire qu'en fait, je dirais, un des axes fondateurs de la République islamique et de l'idéologie de l'imam Khomeini est la libération de l'Quds, donc D'accord. la libération de la Palestine. Ok. Donc il y a une composante idéologique, mais Mhm. qui est, comment dirais-je, qui est partagée par une partie, si tu veux, je dirais, des autorités iraniennes, mais elle s'est complètement enchevêtrée dans des intérêts politiques bien compris, rationnels, qui utilisent le problème politique israélo-palestinien Mhm. pour mettre la pression sur un adversaire. Donc D'accord. les deux sont complètement enchevêtrés l'un dans l'autre. Il n'y a pas, si tu veux, ici l'un ou l'autre. Mhm. C'est les deux. Et clairement, ici, de la même manière que les Israéliens ont des 80 bombes atomiques estimées plus ou moins, leur arsenal est estimé à 80 bombes ou 80 ogives qui sont pointées vers l'Iran, Mhm. les Iraniens ont 150 missiles pointés vers Israël et un certain nombre de milices qui entourent Israël et qui sont prêts à frapper Israël dans le cas où Israël frapperait l'Iran. Donc on est véritablement dans un rapport de force géostratégique entre ces deux États et Mhm. ils utilisent ce qu'ils ont à leur disposition pour se mettre la pression l'un l'autre. D'accord. Et il Ok. s'avère que le problème palestinien est tombé en fait dans les filets de ce problème géostratégique, malgré qu'en tant que tel et d'une manière totalement endogène, il a une réalité propre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a véritablement une situation d'occupation, il y a Mhm. vraiment une situation de colonisation, il y a une épuration ethnique qui est en train de se produire sur le territoire en faisant bouger 1,2 million de gens qu'on veut essayer de faire bouger vers le nord. Mhm. C'est tout simplement une sorte d'épuration ethnique. On peut pas appeler cela autrement. Et donc, il y a, comme tu sais, un peu comme dans les poupées russes, hein, tu as un enjeu, tu as un enjeu régional, tu Mhm. as un enjeu national, et tu as un enjeu mondial, parce qu'en fait aujourd'hui, l'approche russo-chinoise, Mhm. elle n'est pas nécessairement anti-israélienne, elle n'est pas du tout pro-israélienne, pas du tout, mais en tout cas, elle est essentiellement anti-occidentale. Et Oui, bien comme sûr. l'Occident Se positionne. c'est complètement aligné derrière Israël, Mhm. Israël est en train aussi de faire les frais de ces enjeux internationaux entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, je pense qu'Israël prend un grand risque à mettre tous ses œufs dans le panier américain parce que Mhm. le monde est en train de changer. Bien sûr. Et à force d'utiliser un logiciel qui a peut-être fonctionné jusqu'à aujourd'hui sans le confronter à la réalité d'un nouveau monde, Mhm. Israël prend de gros risques et je pense qu'il y a suffisamment de gens intelligents, surtout auprès des services israéliens, qui, j'espère, vont comprendre cela et vont ajuster le tir et ne vont plus rester dans leur vieux logiciel qui n'est plus fonctionnel. D'accord. T'as parlé tout à l'heure du déplacement des populations vers le nord, et effectivement, Israël avait prévenu les Palestiniens en leur disant qu'ils allaient frapper, et en les invitant à quitter le territoire et pour se déplacer justement vers le nord, chose auquel le Hamas, il me semble-t-il, a refusé d'appeler, à savoir que les populations ne devaient pas bouger et rester sur place. Est-ce que selon toi, ce serait une stratégie donc déjà de la peur pour déjà faire en sorte de déplacer les populations pour ne pas toucher entre guillemets des civils, et dire qu'ils auraient prévenu à l'avance, mais pour aussi avoir un contre-coup, à savoir de pouvoir ensuite avancer sur le territoire une fois que les populations se seraient déplacées, ou est-ce que du coup il y aurait, ou selon toi il n'y aurait pas du tout cette intention-là? C'est très difficile. De toute façon, techniquement, c'est pas possible de déplacer 1,2 million d'habitants vers le nord. Je veux dire, D'accord. techniquement parlant, tu as toute une série de gens qui vont tout simplement pas pouvoir le faire. Tout le Mhm. monde n'est pas véhiculé, tout le monde ne peut pas marcher de longues distances. Donc, techniquement, on peut pas, si tu veux, Mhm. déplacer autant de population, premièrement. La deuxième chose, c'est que l'incursion terrestre qui est tant attendue, elle est aussi très redoutée parce que il faut bien comprendre que lorsque tu observes et que tu analyses l'incursion du Hamas, ils avaient aussi prévu l'après. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir prévu avec une haute sophistication cette incursion sans prévoir la réplique israélienne. Et Mhm. aujourd'hui, je pense que si les Israéliens hésitent aussi à rentrer, c'est parce qu'ils savent qu'ils risquent de subir des pertes considérables au moment de cette incursion. Et D'accord. aussi, il faut bien comprendre que quand tu
on va dire, tu rentres dans une entreprise militaire avec il faut que tu aies un objectif et il faut que tu calcules les chances d'aboutir à tes objectifs. Or, si l'objectif est d'anéantir le Hamas, c'est tout simplement ridicule. Tu ne vas pas anéantir des idées, et des idées qui ont été essentiellement alimentées par une situation d'occupation et je dirais, d'animosité et de haine vis-à-vis de l'occupant. C'est-à-dire que chaque bombe qui tombe sur Gaza, là où tu vas avoir 4 ou 5 morts de 4 ou 5 familles différentes, ben c'est peut-être 20 personnes qui vont adhérer. Si c'est pas au Hamas, c'est au djihad islamique ou à n'importe quel mouvement de résistance. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu peux pas, avec des bombes, détruire des idées. Tu peux pas détruire des idées avec des bombes. Et ça, je pense que les services israéliens sont tout à fait au fait de cela. Alors après, tu as le discours politique qui est desservi aux masses pour faire un peu, pour créer un peu de spectacle, pour que les gens, on va dire, ressassent des choses. Mais globalement, on ne peut pas détruire des idées avec des bombes. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, une incursion terrestre et des bombardements ont prouvé leur inanité et je dirais, leur efficacité extrêmement limitée. Jusqu'à présent, est-ce que le Hezbollah au Liban a été affaibli par les bombardements massifs au Liban? Pas du tout, il a été renforcé. Est-ce que le Hamas est plus faible aujourd'hui qu'il l'a été dans le passé? Non, il est plus fort. Donc, à un moment donné, soit on comprend que ce n'est pas avec des bombes qu'on règle un problème politique, soit on préserve un ancien logiciel en faisant diversion et en essayant de gagner du temps. Je pense que les Israéliens sont devant un dilemme dangereux qui d'ailleurs va montrer leur degré de rationalité dans la gestion d'une nouvelle situation qui est fondamentalement différente avec le passé parce que le degré de sophistication de leurs adversaires est devenu beaucoup plus élevé. D'accord. Okay. Je reviens sur cette question, à savoir du déplacement de population. Je ne sais pas si tu avais suivi, mais il y a plusieurs années, il y avait un savant musulman, le Cheikh Al-Albani, qui avait fait une fatwa pour demander aux Palestiniens de quitter leur terre, un peu à l'image de ce qu'avait pu faire le prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque lorsqu'il subissait la répression, et il s'est fait un peu tomber dessus par bon nombre de savants musulmans en disant que c'était scandaleux en fait d'appeler les musulmans à quitter la Palestine. Qu'est-ce que tu penses de cette fatwa? C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, le problème, c'est quand tu essayes d'apposer, on va dire, une terminologie et une logique religieuse sur des conflits nationaux entre occupants et colonisateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans une lutte pour une terre, on est dans une logique de, comment dirais-je, de conflit national. Ensuite, si le peuple en question s'avère être musulman et pour des raisons politiques va utiliser un lexique religieux pour mobiliser les foules et pour donner un peu plus de vigueur à sa résistance, on reste néanmoins dans une logique de libération nationale. Et donc, venir avec un discours purement religieux dans un problème politique national entre une logique de colonisation, même des présidents de droite en Israël, comme Ariel Sharon, ont reconnu, il y a une occupation. Donc on est dans une logique d'occupation. Et un peuple qui est occupé, je vois mal en quoi un savant religieux dont la spécialité était de éventuellement authentifier des chaînes de transmission de tradition a quelque chose à dire sur un tel problème. C'est comme si tu demandes à quelqu'un qui a passé sa vie dans des bibliothèques à essayer de comprendre si un rapporteur est authentique ou non, de se prononcer sur un problème politique d'une telle envergure. C'est tout simplement pas de son ressort, on va dire. C'est le peuple lui-même qui doit décider. Donc quand toi tu viens avec un discours religieux pour essayer je dirais, de parler à un peuple occupé qui est en train de se faire coloniser ses terres, tu es très mal placé pour le faire. Si cette personne faisait partie de ce peuple, la question aurait été différente. Il serait peut-être venu avec une opinion qui serait plus recevable. Mais ici, on parle d'une personne d'origine albanaise qui vivait en Arabie Saoudite et qui vient parler d'un problème palestinien. Bon, voilà. Donc, c'est très malvenu. Voilà.
Ok, ça marche. Ok, j'en viens maintenant à la situation en France, parce que forcément, ce qui se passe là-bas a des répercussions ici. Et c'est vrai que donc on a vu de suite beaucoup de manifestations se mettre en place, qui ont été interdites, mais qui ont quand même été organisées dans les faits. On reparlera des médias tout à l'heure, mais c'est vrai que les médias ont reproché. Alors, avant de parler des artistes, dans leur grande majorité, ont reproché aux concitoyens de confession musulmane de ne pas condamner ce qu'avait fait le Hamas. Est-ce qu'ils devaient le faire? Est-ce qu'ils auraient été plus entendus de la part de leurs concitoyens français s'ils avaient pris position contre, en tout cas, le fait, sans forcément parler des causes qui y mènent? Quel est ton avis là-dessus? Oh, comme je te l'ai expliqué, pour quelqu'un qui a suivi le conflit israélo-palestinien depuis les années 80, depuis les années 70, bah bon, moi je me rappelle plus dans les années 70, j'étais trop petit, mais je me rappelle déjà que dans les années 90, une des stratégies communicationnelles des Israéliens a essayé de dépeindre la résistance palestinienne dans son ensemble. On ne parle même pas ici du Hamas, on parle de tous les mouvements de résistance palestiniens. Comme des terroristes. C'est-à-dire qu'en fait, on était dans une logique où, je me rappelle qu'il y avait d'ailleurs des panneaux publicitaires qui avaient été accolés sur des bus aux États-Unis, et le panneau disait, en somme, entre la civilisation et la barbarie, choisissez la civilisation, soutenez Israël. Donc en fait, essayer de dépeindre l'autre dans son ensemble comme étant l'incarnation de la barbarie. Et donc, ici, c'était déjà une stratégie communicationnelle qui existait dans les années 80, nonobstant d'ailleurs l'occupation et la colonisation. Et donc, quand tu perpétues cette colonisation, que tu perpétues le vol de terre, que tu perpétues une oppression d'un peuple, bon, inévitablement, il va y avoir des mouvements de réaction totalement, comment dirais-je, démesurés dans le sens où il va y avoir des excès, il va y avoir des horreurs qui vont être commises, des horreurs qui n'ont aucune forme d'acceptabilité religieuse. Tu n'as pas le droit de t'attaquer à des civils. Tu n'as pas le droit religieusement comment dirais-je, de t'attaquer à des gens qui ne sont pas directement impliqués dans l'armée adverse. Mais ce qui va se passer, c'est que dire cela sous un angle purement religieux ne va pas donner une explication à la genèse de ce qui est en train de se passer là-bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force d'alimenter la haine, ben la haine va s'opposer à la haine. C'est-à-dire qu'on va avoir une haine réciproque qui va atteindre de telles proportions, on va avoir des agissements qui vont être condamnables. Et lorsqu'on va dire que ces agissements et ces horreurs sont commises par les deux parties, on va venir ici t'accuser de soutenir le terrorisme, ce qui n'est pas le cas, puisqu'en fait, on n'est pas du tout dans une logique où on soutient ce terrorisme. Et d'ailleurs, religieusement, l'un ne justifie pas l'autre. C'est pas parce qu'en fait, on s'attaque d'un côté à des civils que, dans une perspective religieuse, tu as le droit d'attaquer des civils toi-même. Alors, mais la justement, est-ce qu'il aurait fallu, pardon, je te coupe, justement, est-ce qu'il aurait fallu que les musulmans, au nom de leur foi, de leur religion, prennent position contre le Hamas sur cette question-là? En tout cas, ils auraient dû clairement stipuler le fait que religieusement, le fait de s'attaquer à des civils n'est pas acceptable. D'accord. En tout cas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune justification religieuse qui puisse justifier le fait de s'attaquer à des gens qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit. Voilà, clairement. Ensuite, le fait de dire cela n'est pas, si tu veux, la même chose qu'essayer d'expliquer, et non pas de justifier. C'est important de comprendre qu'il y a une distinction entre la justification et l'explication. Le fait qu'une situation d'occupation et de colonisation va inévitablement entraîner des répliques qui vont être alimentées par une haine. Et cette haine, même si elle n'a aucune raison d'être religieuse et qu'elle n'a aucune justification religieuse, est quelque part inévitable lorsque le peuple en question n'a plus d'autre solution pour être entendu. Cela ne veut pas dire que religieusement c'est justifié. Attention, pas du tout en train de justifier cela. Donc c'est très très important de distinguer l'un et l'autre. Ensuite, on pourrait... Oui, Non, pardon, j'allais dire, mais tu penses que les musulmans de France, en tout cas, auraient dû prendre position rapidement
pour condamner au moins l'acte, ou ils n'ont pas spécialement à être assignés à ça? Les musulmans dans le monde entier doivent prendre en considération le fait qu'ils sont l'incarnation d'une religion qui prône la moralité et qui prône les guerres propres. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, les traditions sont très claires en la matière. C'est-à-dire que lorsque le fait de ne pas toucher aux gens qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit, le fait de ne pas couper les arbres, il y a une moralité et une conscience, même lorsque tu es animé par une animosité vis-à-vis de ton adversaire. Et ce n'est pas parce que tu as été oppressé, ce n'est pas parce que tu as été opprimé que tout devient possible. Et ça, religieusement, le discours religieux est très clair sur la question. Il n'y a même pas je dirais, il y a même pas de zone d'ombre. Ensuite, si les gens essayent d'utiliser la religion pour justifier leur haine, ça c'est un autre problème. Mais dire cela ne dit rien sur le fait que, à partir d'un certain moment, lorsque tu perpétues le massacre d'un peuple par le biais de bombes extrêmement puissantes qui te sont octroyées par les Américains, et que tu perpétues ces bombardements non-stop, ben, inévitablement tu alimentes une haine qui va se traduire par des réactions qui n'ont aucun ancrage religieux, mais qui, quelque part, seront inévitables. Tu comprends ? Bien sûr. Et c'est pour cela que moi, je distingue le discours religieux d'une explication psychologique, on va dire, à une haine qui, à un moment donné, va se traduire par des actes de ce genre-là, et qui, fondamentalement, moralement est condamnable, mais malheureusement, eu égard à la genèse du conflit, va être explicable, en tout cas. Et quand on dit qu'il est explicable, on n'est pas en train de le justifier. Oui, bien sûr. Alors, je pense aussi qu'il y a quand même quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre, et là, on rentre pas du tout dans une logique d'explication religieuse. Mais je me rappelle, pendant la guerre Iran-Irak, il y a eu un événement qui s'est produit. À l'époque, la guerre se passait entre deux armées à la frontière des deux pays. Et lorsque c'était des soldats contre des soldats, il n'y avait pas de problème, c'était une guerre. Mais le problème, il y a eu tout un questionnement qui s'est produit en Iran sur la réplique contre des bombardements d'avions sur les villes civiles. C'est-à-dire que les Irakiens ont commencé à balancer des bombes sur les villes iraniennes. Quand ils n'étaient plus en mesure de gagner la guerre conventionnellement, ils ont commencé à rentrer dans une guerre non conventionnelle qui consistait à bombarder les villes. C'est ce qu'on appelle la guerre des villes. Elle a commencé, je pense, en 1983, en 1984. Et on est allé voir les autorités religieuses en Iran. On leur a demandé, mais ok, ils bombardent nos villes. Est-ce qu'on a le droit de bombarder leurs villes? Donc ça veut dire, est-ce qu'on a le droit de balancer des missiles sur Bagdad quand eux balancent des missiles sur Téhéran? Voilà. Et là, la réponse de l'imam Khomeini a été oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, il faut essayer d'éviter les pertes civiles, mais on a le droit de répliquer. Si l'adversaire rentre dans une guerre des villes, on peut rentrer dans une guerre des villes. Ce que je veux dire, c'est que même le discours religieux sur la question peut être plus nuancé. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de viser des civils lorsque tu sais ouvertement qu'ils sont des civils. Mais lorsque tu te retrouves dans les guerres modernes avec des bombardements massifs qui tuent à majorité des civils, mais inévitablement, ça va alimenter une haine qui va entraîner des réactions qui sont totalement injustifiées sur le plan religieux, parce qu'ici, par exemple, dans la réplique qu'il y a eu, où on est rentré, on a commencé à s'attaquer à des civils, c'est pas acceptable religieusement. C'est-à-dire que tu vois ouvertement que c'est un civil. Tu avais le choix de pas toucher le civil, tu comprends? Tu aurais pu éventuellement le prendre en otage, mais ils ont tué des civils. Et religieusement, il n'y a aucune justification pour cela. Toutefois, les guerres modernes peuvent être plus complexes. Par exemple, la question de tirer des roquettes, par exemple, est-ce qu'elle tombe sous la même règle que le fait de s'attaquer à des civils? Si à un moment donné, on balance des bombes sur Gaza, qui font s'effondrer des immeubles et où il y a 50 ou 60 morts civils parce qu'on disait une personne du Hamas, est-ce que le Hamas peut répliquer en tirant des roquettes sur Tel Aviv? Là, ce sont des questions plus complexes sous l'angle religieux. Et est-ce qu'on peut appeler ça du terrorisme quand à un moment donné on subit soi-même des bombardements massifs de ce genre-là? Ça, ce sont des questions plus complexes.
Ce sont des questions plus complexes. Par contre, lorsque tu te retrouves au milieu de populations civiles et que tu t'attaques ouvertement à des civils, il n'y a aucune justification religieuse pour cela. Tu ne peux pas le faire, ça. Tu ne peux pas. Et donc ça, c'est, on va dire, unanimement reconnu parmi toutes les écoles juridiques comme étant problématique. D'accord, je vois. Ok, je reviens sur la situation en France, à savoir des manifestations qui ont eu lieu. Forcément, les médias se sont emparés du phénomène, mais parce qu'ils ont entendu en fait dans les manifestations des personnes, donc des manifestants, crier Allahu Akbar durant les manifestations, en disant que c'était scandaleux d'entendre ça parce que c'était devenu limite le slogan des djihadistes et parce que quelques jours plus tôt, un prof a été assassiné sous l'appellation Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait, du phénomène dans les manifestations? C'est pas la première fois que ça se produit, et c'est pas la première fois que c'est récupéré, décrié et posé comme problématique. Mais c'est-à-dire que lorsque tu vis dans un pays multiconfessionnel et multiethnique où il y a différentes religions, différentes perceptions, inévitablement, tu dois prendre en considération la perception des autres. Tu ne peux pas faire comme si elle n'existait pas, cette perception des autres. Et donc, quand à un moment donné, des gens de Daesh, par exemple, ont commis des atrocités sans nom, en criant ce slogan, et que toi, tu vas dans une manifestation pro-palestinienne et tu cries le même slogan, inévitablement, tu provoques quelque chose au niveau de la perception des autres à ton égard. Alors tu peux dire, moi je m'en fiche de la perception. Mais alors à ce moment-là, pourquoi tu as été manifesté si tu t'en fiches de la perception? Si tu as été manifesté, c'est que quelque part, tu voulais une certaine visibilité. Donc si tu voulais une certaine visibilité, tu la voulais vis-à-vis de qui? Tu la voulais également vis-à-vis de ces gens. Donc si toi tu viens et tu cries Allahu Akbar, alors que des gens ont commis des horreurs en criant la même chose, inévitablement, la perception des autres à ton égard va t'assimiler à ces gens-là. Donc, sur le plan stratégique, c'est vraiment pas une bonne idée. Quand tu vois aujourd'hui les manifestations pro-israéliennes, la manière dont elles sont organisées et le calme avec lequel elles se produisent, on renvoie une autre image. Et donc, les musulmans devraient aussi comprendre que lorsqu'ils vivent, en tout cas dans des pays où ils sont mélangés à d'autres personnes, la perception de l'autre est très importante. Tu ne peux pas faire comme si elle n'existait pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Ok, ça marche. Okay. Oh, là, on parle vraiment dans le cadre circonstanciel de manifestations et non pas en dehors pour des cérémonies religieuses ou autres, qu'on ne fasse pas de ce slogan, effectivement, quelque chose qui serait complètement accolé au djihadisme. Oui, mais parce que le gros problème, c'est que ce slogan en interne, on dit sur le plan de son essence, il est extrêmement bon, il est extrêmement beau. Le fait de dire que la grandeur de Dieu est au-delà de tout, c'est comment dirais-je, c'est même un dicre que les soufis, pratiquent, c'est-à-dire voilà. Donc c'est-à-dire que métaphysiquement parlant, le fait de dire Allahu Akbar est très important. Mais ça, c'est la dimension métaphysique. Ensuite, il y a une dimension plus horizontale, il y a une perception des autres, il y a un rapport à la société dans laquelle tu vis. Donc quand ce slogan, malheureusement, a été complètement travesti par une bande de criminels et que toi, tu le cries haut et fort en plein milieu d'une capitale européenne, inévitablement, tu ne rends pas service à ta cause. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas métaphysiquement à l'idée de la grandeur de Dieu, de la même manière que les chrétiens croient en la grandeur de Dieu et que les juifs croient en la grandeur de Dieu. Mais tu n'es pas obligé de le hurler comme un hystérique. Ok, ça marche, j'avoue. Ok, et dernier point que j'ai sur le sujet, c'est la question des artistes qui ont souvent pris des positions, alors que ce soit pour la mort de Naël ou que ce soit pour la mort de George Floyd, et que là, on entendait moins, en tout cas sur les massacres israéliens le 7 octobre. Donc forcément, ces artistes-là ont été pointés du doigt comme sélectionnant des causes à géométrie variable et comme étant limite douteux. Donc je pense forcément à Omar Sy, comment il s'appelle le joueur de foot, j'ai oublié son nom. Benzema. Non, je pense à le mince.
Bon, bref, son nom me reviendra, mais oui, mais Benzema était dans le lot et ouais, Mbappé, voilà, pardon, Mbappé et puis Mbappé, oui. voilà et Mbappé et Benzema forcément. Alors lui, c'est encore un autre cas parce que ça va encore plus loin. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses de la non prise de position de ces artistes sur cette question? Mais ce sont des questions extrêmement polémiques, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que aujourd'hui, le fait de prendre position sur une question aussi sensible Mhm, pour des gens qui sont au pic de leur carrière mhm, peut entraîner des conséquences qui sont extrêmement dommageables. bien sûr. Et donc, surtout quand ils jouent en Europe d'ailleurs. Mhm, Tu vois, c'est-à-dire que s'ils jouaient en Arabie Saoudite comme Benzema, le problème se pose moins. mhm, Mais lorsque tu joues en Europe, je pense personnellement que déjà, bon, le sportif peut avoir des opinions personnelles à titre individuel, mais qu'il ne faut pas non plus, si tu veux, tout mélanger. mhm, Ça, c'est la première chose. Je suis contre la politisation de toutes les sphères de notre vie sociale. mhm, On le voit, qu'est-ce que ça a donné avec l'Ukraine et la Russie, le fait de boycotter les athlètes russes lors de compétitions internationales au nom d'un conflit politique, c'est honteux, c'est mhm, scandaleux. C'est-à-dire qu'en fait, on a passé notre temps à professer la séparation du politique et du sport, et mhm, aujourd'hui, on a montré nous-mêmes qu'en fait, on les mélangeait. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, le fait que des sportifs ne se prononcent pas sur ce conflit, on ne peut pas leur reprocher cela. C'est pas leur travail, c'est pas leur rôle. Est-ce qu'ils comprennent d'ailleurs ce conflit? Est-ce qu'ils connaissent toute la genèse de ce conflit? mhm. Est-ce qu'ils connaissent tous les contours de ce conflit? Tu sais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à tout le monde de se prononcer sur tout. Je veux dire, d'abord, avant de te prononcer sur une question, il faut déjà connaître le sujet. Et Mhm. la connaissance d'un sujet n'est pas nécessairement évident aujourd'hui. Alors oui, quand par exemple il y a des bombardements sur un hôpital et un massacre éhonté d'une population ouvertement devant tes yeux, ben, c'est tout à fait condamnable. Il n'y a même Mhm. pas de discussion, tu Mhm. vois. Mais moi, je n'attends pas de tout le monde de se prononcer sur tous ces sujets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est au monde politique, c'est ceux qui sont engagés en politique et c'est ceux qui prennent les décisions, qui orientent notre pays, à qui incombent ces prises de décision et ces prises, si tu veux, comment dirais-je, oui, ces prises de décision sur ces conflits. C'est pas aux sportifs, aux artistes, aux gens eux, dont le métier n'est pas le fait politique. Cela, encore une fois, ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une opinion politique d'une manière totalement privée. C'est tout à fait possible, mais on ne peut pas leur imposer cela. C'est-à-dire que pour moi, quand quelqu'un ne se prononce pas sur un sujet, on ne peut Mhm. pas le blâmer. Je veux dire, on ne peut pas le blâmer, Ouais. à moins que ce soit un politique. Si c'est un politique et il ne se prononce pas sur un sujet, ça pose problème. Mhm. Parce qu'à un moment donné, un politique, c'est son travail. Mhm. Mais ce n'est pas le travail d'un sportif. D'accord. Donc, pour moi, le fait qu'Mbappé ne se prononce pas sur la question palestinienne, je ne vois pas en quoi je pourrais le blâmer. Mhm. Est-ce qu'il connaît le sujet? Est-ce qu'il connaît le sujet? Est-ce qu'il le comprend? Tu vois, c'est un peu comme si je te demande de te prononcer sur le conflit russo-ukrainien. Mhm. Est-ce que les gens connaissent toute la genèse de ce conflit? Ou alors on te demande de réagir sur le coup de l'émotion par rapport à une invasion russe sur l'Ukraine sans connaître, si tu veux, toute la genèse et l'historique je dirais, de l'expansion de l'OTAN et de la manière dont les coups d'État ont eu lieu en Ukraine. Donc, si tu connais pas le dossier, c'est pas nécessairement aisé de te prononcer sur cette question. Mhm. Oui, oui, À après, je moins, pense que encore une fois, qu'on voilà, te demande, de condamner oui, à uniquement moins qu'on te demande oui, si on te ou demande de d'apporter un condamner les soutien. bombardements sur des civils, oui, pas de problème. Mhm. Mais Mais c'est pas un encore une devoir. fois, il faut avoir un minimum de connaissance du dossier. Et Mhm. surtout oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est plus le rôle des hommes politiques de le faire. Et moi, je n'attends pas de tout le monde de devoir tout le temps être dans la réaction. Mhm. Pas nécessairement. Je veux dire, c'est pas nécessairement le travail de tout le monde d'être dans la réaction, et encore moins d'un sportif. Ok. Et pour rester justement dans ce même domaine, donc là, Benzema est dans le collimateur de Gérald Darmanin par rapport à ses prises de position, donc en soutien au peuple palestinien et puis aussi pour les positions qu'il a eues antérieurement. Et est-ce que dans le même élan, il aurait dû apporter son soutien et ses prières pour le peuple palestinien de la même manière qu'il aurait dû le faire pour l'enseignant tué à Arras et pour les civils tués en Israël? Ou est-ce que pareil, on peut lui laisser le crédit de choisir entre guillemets vers qui il oriente ses soutiens et ne pas lui reprocher les autres? De la même manière qu'il y a de nombreux artistes aux États-Unis qui apportent un soutien quasiment inconditionnel aux Israéliens, de la même Mhm. manière qu'il peut y avoir en sens inverse des gens qui apportent leur soutien au peuple palestinien. Mhm. Point.
tu n'as pas à exiger de Benzema de prendre position sur tous les sujets. Si pour lui, la question palestinienne lui tient à cœur et que pour lui c'est une cause où il a pris position, ben voilà, il expose sa position et c'est tout, point. Je veux dire, tu n'as pas à attendre de lui qu'il réagisse de la même manière. Je veux dire, c'est plutôt, en fait, moi je blâme plus des gens comme Darmanin et cette politicienne dont je ne me rappelle plus le nom, d'avoir une approche à géométrie variable quant à leur condamnation, je dirais, de l'État israélien, ou on va dire leur non-condamnation de l'État israélien pour ce qu'ils sont en train d'accomplir et leur condamnation de l'État russe. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont l'utilisation de principes à géométrie variable en fonction dont on parle de la Russie ou d'Israël. C'est-à-dire que quand on parle de la Russie, il faut condamner. Quand on parle d'Israël, ils se taisent. Eux, c'est très grave. Chez eux, c'est très grave. Parce que eux, ils sont censés, encore une fois, incarner la prise de décision d'un peuple, d'un État. Donc pour eux, c'est très problématique. Donc au lieu de faire diversion et de me parler de Benzema, qu'ils me parlent plutôt de leur propre hypocrisie qui consiste à être, comment dirais-je, très conciliant vis-à-vis d'Israël et pas du tout conciliant vis-à-vis de la Russie, qui fait un dixième de ce qu'Israël est en train de faire par rapport au peuple palestinien. Donc je ne comprends pas je dirais, cette approche à géométrie variable et qui va venir me parler d'un sportif qui joue en Arabie Saoudite et qui n'a même plus rien à voir, entre guillemets, avec le débat en France. Pourquoi tu me parles de Benzema? Parce qu'il a beaucoup d'influence sur les jeunes en France, c'est ça. Oui, et puis en plus, donc, on lui colle une accointance avec des frères musulmans, quelque chose qui leur reste... Qui n'existe même pas. En plus, il joue dans un pays qui est un ennemi mortel des frères musulmans. Exactement. Donc, je veux dire, voilà. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est vraiment, encore une fois, tu sais, plus les politiciens deviennent médiocres, plus ils brassent du vent. Parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire. Et aujourd'hui, l'ambiance complètement débile à laquelle on assiste en France est malheureusement le symptôme d'une société malade. Et cette société malade est en train, comme un singe qui passe d'une branche à l'autre, est en train de passer d'un sujet symbolique à l'autre sans véritablement s'attaquer aux problèmes de fond de ce pays. Et les problèmes en France sont quand même nombreux. Il y a quand même des problèmes très graves dans ce pays et qui sont bien plus importants que ce que pense Benzema quand même. C'est clair. Ok. Et, voilà. Et pour conclure, si tu avais un message peut-être à adresser aux musulmans de France et par rapport à ce qui se passe dans la classe politique et par rapport à je sais pas, leurs actions, leur soutien, leur comportement, leur attitude qu'ils devraient avoir, quel serait-il? Tu parles du message par rapport à la classe politique ou plutôt Non, que toi tu t'adresserais aux musulmans de France en réaction à tout ce qui peut se passer justement sur le plan politique ou identitaire. Aux musulmans de France ou alors plutôt aux politiciens en France? Non, aux musulmans, c'est plus ça. Oui, ou après à toi de l'adresser. C'est-à-dire, déjà, ça s'adressera plutôt aux politiciens en France. Je veux dire que la grandeur de la France a toujours été son indépendance et sa capacité justement à se positionner d'une manière beaucoup plus nuancée sur la question israélo-palestinienne. Et c'est ce qui a fait la grandeur de ce pays. Je veux dire, ce pays a été respecté dans le monde entier. Lorsqu'on a vu Dominique de Villepin s'opposer aux États-Unis lors de l'invasion de l'Irak en 2003, on a vu les prises de position de Chirac sur le conflit israélo-palestinien. On a vu le courage de gens comme De Gaulle. On a même vu les nuances dans les analyses extrêmement intelligentes dans les analyses extrêmement intelligentes de gens comme Mitterrand. Donc, toute la grandeur de la France, elle s'est construite sur l'intelligence, la nuance, le rapport critique aux choses. Et là, on n'est que dans des postures idéologiques et dans le suivisme des Américains. Si j'ai bien un conseil à donner pour le soft power français, c'est de retrouver l'éclat qu'il avait au passé. L'éclat qu'il avait lorsque justement il arrivait à être une troisième voie, une voie plus nuancée, une voie plus, comment dirais-je, plus enclin à chercher des compromis pour la paix. C'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, c'est très triste. Et donc, mon message à la classe politique française, c'est d'essayer de renouer avec cette tradition de gens d'ailleurs brillants qui existent et qui sont toujours aujourd'hui vivants, de gens comme Hubert Védrine, des gens comme Dominique de Villepin, qui aujourd'hui sont des voix beaucoup plus éclairées, des gens qui sont beaucoup plus intelligents, que des gens comme Darmanin et sa clique qui sont en train de faire diversion, en train de nous parler de symbolisme en permanence alors qu'on a des problèmes très graves à régler. Voilà.
Ok, super. Bon, bah, en tout cas, un grand merci pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, on se revoit très rapidement pour de prochains enregistrements. Avec très grand plaisir, mais avec très très grand plaisir.